Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. Bien. Alors, notre émission Philosophie, la République du passé au présent, sera consacrée ce matin au théologien espagnol d'origine marane, Francisco de Vitoria et Bartolomé de las Casas, sur la naissance des droits de l'homme. Alors, ce matin, donc, nous revenons au début des temps modernes, dans l'Espagne du siècle d'or et de la colonisation de l'Amérique du Nord, et donc affirmé par ces deux grands penseurs, Francisco de Vitoria et Bartolomé de las Casas. Dans le cadre, d'ailleurs, de la colonisation des Indes occidentales, c'est à ce moment-là qu'ils ont, au fond, émis un certain nombre d'idées fondamentales qui ont présidé à la naissance des droits de l'homme. Et donc, nous allons écouter, cher Alexis, un court extrait de Francisco de Vitoria, des leçons sur les Indiens. De tout ce qui précède, il résulte donc, sans aucun doute, que les barbares avaient, tout comme les chrétiens, un pouvoir véritable, tant public que privé. Ni les princes, ni les citoyens n'ont pu être dépouillés de leurs biens sous prétexte qu'ils n'avaient pas de pouvoir véritable. Il serait inadmissible de refuser à ceux qui n'ont jamais commis d'injustice ce que nous accordons aux Sarrasins et aux Juifs. Il reste donc à répondre à l'argument contraire, selon lequel les barbares sont esclaves par nature, sous prétexte qu'ils ne sont pas assez intelligents pour se gouverner eux-mêmes. À cet argument, je réponds qu'Aristote n'a certainement pas voulu dire que les hommes peu intelligents soient par nature soumis aux droits d'un autre. Aristote ne veut pas dire qu'il soit permis de s'emparer de leurs biens et de leur patrimoine, de les réduire en esclavage et de les mettre en vente. Mais il veut dire, en admettant que ces barbares soient aussi stupides et obtus qu'on le dit, qu'on ne doit pas pour autant leur refuser un pouvoir véritable et qu'il ne faut pas les compter au nombre des esclaves légitimes. Une conclusion certaine est donc acquise. Avant l'arrivée des Espagnols, les Indiens avaient un pouvoir tant public que privé. Un texte absolument fondamental, mais qu'on ne peut éclairer, Alexandre Adler, que si on rappelle, n'est-ce pas, que au fond, Francisco de Vitoria, c'est un théologien espagnol d'origine marane. Sa famille s'appelait Curiel, comme l'a expliqué Julio Carros Barrora. Ses neveux sont revenus au judaïsme et il était un des grands penseurs de l'école de Salamanque, école néothomiste. Il a donné son appui à Bartolomé de las Casas lorsque celui-ci, dans la fameuse controverse de Valladolid, ouverte par Charles Quint pour savoir si oui ou non les Espagnols avaient le droit de réduire les Indiens en esclavage, au fond, s'était opposé à un inquisiteur, Sepúlveda, et Las Casas avait défendu également le droit des Indiens. Alors, je dois dire que ces leçons sur les Indiens ont été précédées de deux autres textes tout aussi fondamentaux sur le pouvoir civil et sur le pouvoir de l'Église, dans lesquels Vitoria disait qu'il n'y avait pas, n'est-ce pas, pour l'empereur un imperium mondi, c'est-à-dire un droit de pouvoir sur l'ensemble du monde, pas plus qu'il n'y avait pour le pape un dominium mondi, c'est-à-dire un droit de domination spirituelle sur l'ensemble du monde. Et pour lui, il n'y avait qu'un seul monde, une pluralité de jantesses, de nations qui appartenaient à une communauté universelle. Et donc, c'est ça, au fond, le contexte de ce texte. À la base, n'est-ce pas, de toutes les nations humaines, eh bien, les peuples, et en particulier les Indiens, jouissaient de leurs biens tranquillement à titre public et privé. Donc, ils vivaient sous la loi, non pas comme chrétiens, n'est-ce pas, puisqu'ils n'étaient pas chrétiens, non pas comme espagnols et appartenant au grand empire espagnol, n'étaient pas justiciables ni du droit civil impérial, ni du droit canon de l'Église, mais ils vivaient quand même sous leur propre droit, Et donc, cela implique qu'ils étaient déjà donc sujets d'un droit politique et qu'ils étaient donc capables en droit, comme naturels. Bref, que les naturels, comme on les appelait, avaient des droits. Le droit de nature, celui de la loi naturelle, celui de la communauté des nations. Et d'ailleurs,
évidemment, ça ne vous étonnera pas que dans ces conditions, Vitoria était aussi le créateur du droit international public, puisqu'il y avait un droit international. Alors, voilà, au fond, la première question, les questions que je voudrais poser, elles portent sur, évidemment, la personnalité de ces deux grands penseurs, Vitoria et Las Casas, et qui était-il, et que s'est-il passé dans l'Espagne du siècle d'or? Et donc, c'est à vous, Alexandre, que je voudrais poser cette question. Pouvez-vous nous brosser un bref portrait de Francisco de Vitoria et de Bartolomé de Las Casas, et aussi de cette Espagne du siècle d'or, l'Espagne de Charles Quint, l'Espagne de Philippe II, ce grand empire, n'est-ce pas, mais avec une société qui discutait évidemment la colonisation, et où les maranes, ou en tout cas les chrétiens d'origine marane, ont joué un rôle non négligeable. Mais je commencerai peut-être par une abréviation à peu près ésotérique, SAS, Shin, Aleph, Shin. C'est-à-dire que, en fait, ce terme totalement difficile à déchiffrer se retrouve, c'est le monogramme de Christophe Colomb. Oui, et ça ne prouve sans aucune contestation que, bien entendu, Christophe Colomb était marane. Oui. En réalité, Shin Aleph Shin, c'est une recommandation de Maïmonide, car tout vient de Maïmonide dans sa lettre au Yémen, dans lequel, confronté à une persécution que les Juifs yéménites ont connue et surmontée, il le recommande d'être musulman à l'extérieur, comme le Yémen a été obligé de l'être au Maroc à un moment de sa jeunesse, tout en continuant à maintenir le judaïsme. Et l'évocation, c'est effectivement un talisman, le Shaddai, c'est-à-dire l'étoile, et de ne pas employer des termes reconnaissables comme l'Éternel, enfin Yahvé, etc., mais d'employer uniquement le Shaddai, qui est au fond le signe extérieur un peu talismanique de ce judaïsme intérieur qu'il faut maintenir avec usure. Et bien entendu, les maranes, les juifs espagnols qui ont vu venir déjà pendant tout le XVe siècle ce qui sera le décret d'expulsion, et qui n'ont pas accepté, puisque la grande majorité des Juifs d'Espagne et du Portugal sont restés en Espagne et au Portugal. Simplement, ils sont devenus extérieurement chrétiens. Certains le sont devenus vraiment, certains étaient des traîtres, d'autres, au contraire, ont été des défenseurs jusqu'à la mort et au bûcher du judaïsme. Et puis, toute une majorité, flottante, continuait de pratiquer certaines cérémonies juives, s'efforçait de ne pas manger du porc, c'est le jeu de mots sur marane qui ne vient pas de là en réalité, et donc on maranisait. Et même certains musulmans, comme le futur maréchal Mourad, ont continué eux aussi. Les Maurices, qui n'ont pas tous été expulsés d'Espagne après leur révolte au XVIe siècle, ont maranisé à leur tour, et jusqu'en France. Bon, restons maintenant cette première remarque. Bien entendu, Las Casas, lui, est un proche de la famille de Colomb. Et ses ancêtres ont participé directement ses parents à la conquête de l'Amérique. Oui. Et ensuite, il a continué, était un pilier du maranisme au Mexique, où la situation était quand même infiniment meilleure. Les inquisiteurs, de Las Casas, là, hein. De Las Casas. Les inquisiteurs sont venus tardivement. En fait, l'océan Atlantique était une frontière que la persécution ne traversait pas si facilement. Oui. Et c'est ainsi que l'Amérique latine, le Brésil en particulier, par sa tradition portugaise, mais aussi toutes les colonies espagnoles, sont devenues, et bien entendu, des terres maraniques par excellence. D'ailleurs, Borges en était parfaitement conscient lorsqu'il s'est déclaré lui-même juif de manière affirmative à un moment de sa carrière littéraire, mais beaucoup d'autres le sont. Oui. Donc, il y a donc dans le maranisme le début du judaïsme moderne. Et c'est une chose qui est encore persécutée, qui est encore mise en cause de tous les côtés, c'est-à-dire à la fois par des juifs intégristes qui se refusent. De moins en moins, disons. Oui, mais déjà, n'est-ce pas, dans la Hollande de Spinoza, tous les maranes qui revenaient au judaïsme, là, ouvertement, et se voyaient infliger un soufflet qui était infligé avec plus ou moins d'enthousiasme par des cagots. Mais même là, la situation d'anciens maranes
était encore sanctionné. Et bien entendu, dans le judaïsme, on n'aime pas dire que tout le judaïsme moderne provient en fait du maranisme, à part différentes interprétations. Et deuxièmement, bien entendu, et là dans le monde espagnol, c'est encore aujourd'hui le cas, un homme comme Caro Baroja a fait absolument... c'est l'après-deuxième guerre mondiale et surtout la fin du franquisme qui a permis d'ouvrir un petit peu les forts. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais bien entendu, là aussi, les origines juives d'une partie de la modernité espagnole n'est pas la moindre. C'est Cervantes quand même et Velázquez, sur pas grand-chose, tout de même, dans l'histoire espagnole. Eh bien, tout cela, aujourd'hui, est remis en cause et maintenant donné enfin à comprendre. Disons que Marcel Bataillon, dans sa grande thèse, Erasme et l'Espagne, avait montré l'influence, n'est-ce pas, très importante, évidemment, de la pensée marane dans la pensée moderne, la rentrée des Juifs, au fond, dans le siècle, qui ne date pas de la Haskalah, mais qui date déjà, n'est-ce pas, au fond, de la Renaissance après l'expulsion et toutes ses conséquences. Mais une autre question que je voudrais également poser, c'est comment comprendre ce lien entre la dimension universelle de cette société des nations, dont parle pour la première fois Vittoria, le droit des gens international, dont il est un des créateurs. Hubert Beuve-Méry avait fait sa thèse là-dessus au moment de Munich. Et comment comprendre le fait que les droits de l'homme ont tout de suite été inscrit dans une dimension internationale. Alexandre, Alexis, est-ce que vous avez une réponse à cette question ou pas? Une hypothèse, mais je la livre aux philosophes que vous êtes. La reconnaissance sensible de l'homme par l'homme, c'est-à-dire qu'effectivement Victoria accomplit cette espèce de prodige historique de considérer que l'humanité ne se limite pas à un groupe défini, ne se limite pas à l'Occident blanc, mais l'humanité, on la reconnaît aussi chez celui qui apparaît comme le plus éloigné, ceux que l'on appelait alors les sauvages, et ça c'est une révolution sans doute de la conscience qui planétarise en quelque sorte le sentiment d'humanité. Mais c'est vrai, on sort, n'est-ce pas, de l'idée qu'il n'y a qu'un droit impérial ou qu'il n'y a qu'un droit des chrétiens. Oui, Alexandre. Moi, j'ai une réponse plus particulariste. C'est que le Mexique est la première société mixte et non raciste de l'histoire, avant, bien entendu, l'Amérique du Nord. Et parce que, selon... Vous parlez des Indiens mexicains qui eux-mêmes... Non, du Mexique, oui. C'est-à-dire que le Mexique, c'est Quetzalcoatl et Guadalupe. Quetzalcoatl, c'est le grand réformateur du Mexique qui a pris la fuite devant la victoire des Aztèques et qui donc a été une tentative tragique de salvation de la société Olmec, qui était une société ouverte, et qui ensuite, bien entendu, va revenir, le retour de Quetzalcoatl pour beaucoup d'Indiens du Mexique qui se sont soulevés en reconnaissant dans les Espagnols ce retour. Ils ont accepté l'idée d'une réformation du Mexique et d'une société mixte. Guadalupe, c'est Notre-Dame de Guadalupe, c'est un catholicisme érasmien qui est celui, bien entendu, de la réforme souterraine de l'Espagne qui trouve à s'épanouir au Mexique. Et bien entendu, la bataille pour la citoyenneté des Indiens du Mexique, c'est déjà la naissance d'une société non raciale et donc universaliste. Mais écoutez, vous me donnez une excellente transition, Alexandre, pour poser une question à François Guéry, le doyen François Guéry, philosophe, au fond sur cette question du droit naturel, puisque au fond on appelait les Indiens les naturels. Alors on sait que dans le droit public moderne, dans le droit politique moderne, certains jugent cette notion archaïque et inapplicable, puisqu'en fait c'est bien du droit de nature, du droit des naturels dont nous parlent ces défenseurs des Indiens. Alors au fond, que nous dit l'idée du droit naturel sur la nature humaine? Pourquoi le droit naturel est-il opposé à l'esclavage? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous en pensez, François? Oui, enfin, l'idée du droit naturel, par opposition à ce qui appartient aux communautés essentiellement religieuses, avant même une inscription dans une certaine humanité, il y a par nature, c'est-à-dire à la naissance, si on veut, une sorte de dotation. Alors la dotation, comme il est dit dans notre déclaration, la dotation, elle consiste à être par nature vivant.
animal, et d'un autre côté à être rationnel ou loquax, donc susceptible de suivre la raison, ce que les animaux sont réputés ne pas faire, quoi qu'ils soient pourtant, à mon avis, souvent beaucoup plus raisonnables, sensés, sages, prudents que la plupart des hommes, mais c'est une autre question. Alors, il y a évidemment dans le texte que je trouve assez génial et qui si on veut, ouvre un espace qui manifestement était fermé pour les Espagnols, les Espagnols dont parle Francisco de Vitoria. Ils discutent dans des termes qui sont ceux d'Aristote, mais alors moi je trouve que ça pose quand même un problème, pour tout dire, parce que les Grecs, dont Aristote fait, si je puis dire, le diagnostic, l'examen, enfin il légitime quelque chose qui est déjà. Alors évidemment les Grecs allaient se servir en esclaves, par exemple en Béotie, ils faisaient des expéditions, ils considéraient que c'était comme une sorte de bétail humain qui n'avait au fond la raison qu'en apparence, puisqu'on était obligé de tout leur dire, et effectivement ils étaient capables de répondre à des ordres. Donc malgré tout, Aristote parle quand même des Grecs et des barbares dans des termes qui sont ceux d'une subordination, non pas naturelle mais culturelle. Mais alors si vous me permettez, juste une parenthèse François, c'est incontestable, mais n'empêche que il y a l'idée que pour entrer dans le droit politique, n'est-ce pas ? Le droit, dans le droit politique, eh bien, au fond, il est par nature, et que quand on n'est pas dans le droit dans le droit politique, eh bien, on est en dehors de la nature, et c'est pour ça que au fond, par exemple, alors dans le droit civil romain, c'est encore plus clair que dans le droit grec. Et bien, dans le droit civil romain, l'affranchissement est comparé à une naissance, n'est-ce pas ? Et dans le droit civil romain, on dit que l'esclavage est contre nature. Il est contre nature. Alors là, il y a évidemment toute une casuistique qui se greffe là-dessus, et qui va jusqu'à Kant et son idée de la minorité, enfin dans le réponse à la question qu'est-ce que les Lumières, dès le moment où des hommes, des femmes, des enfants, etc., ne sont pas capables de se conduire, comme on dit, selon la droite raison, ils sont en tutelle. Bon, donc il y a un problème, parce que ça peut être une des justifications de cet esclavage, ils ne sont pas encore mûrs pour. Mais c'est pas ça que je voudrais dire. Disait Sepulveda, ils n'étaient pas mûrs, ils étaient cannibales, toutes sortes d'explications peuvent justifier la réalité épouvantable, qui est que ces assassins et ces pillards, que sont les Espagnols, en particulier de Pizarre, etc., ont ruiné les pays qu'ils ont envahis, avec leur artillerie, leur cavalerie, face à des gens qui n'avaient ni artillerie ni cavalerie. Avant l'arrivée des Espagnols, les Indiens avaient un pouvoir tant public que privé. Avant. Bon, et puis pendant et après, fichu. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose sur ce que moi, comment je vois la modernité de ce Francisco de Vitoria, que je ne connais pas pour tout dire. Voilà, depuis Marco Polo, on considère que les voyages ouvrent un vaste espace de commerce au sens large. À la fois commerce entre des humanités différentes, je ne sais pas comment ils s'arrangent pour parler entre eux, mais apparemment Marco Polo a réussi à entrer en contact verbal, je veux dire, avec les empereurs mongols, etc. Donc avec Marco Polo, s'est ouvert un espace qui est essentiellement donc un commerce entre des peuples très différents. Et il est clair aussi que Christophe Colomb imagine qu'il va à Chipango, que d'ailleurs Marco Polo n'avait pas visité, donc élargit, enfin réalise cet élargissement commercial. Et ici, Francisco de Vitoria, qui est connu d'ailleurs plus presque pour sa pensée économique, Schumpeter, etc., que pour sa pensée juridique, enfin c'est quand même quelque chose d'important, raisonne à peu près dans les termes suivants. Ces Indiens sont des partenaires commerciaux, et donc on est bien obligé d'accepter ce qu'ils sont. On s'en fiche, au fond, de la différence culturelle. Puisque si ce sont des partenaires commerciaux, il y a une égalité et une réciprocité. Et d'ailleurs, c'est l'argument qu'il utilise pour dire que, au fond, le seul droit que les Espagnols ont, c'est de faire du commerce librement. Oui, ça, les Espagnols... Plus loin, dans le texte. Ils ne commercent pas, ils pillent. Mais c'est l'argument, un argument, parce que dans le cours du texte, n'est-ce pas, je montre les leçons sur les Indiens. Dans le cours du texte, c'est un texte qui se poursuit, il dit, au fond, le seul droit que les Espagnols ont, c'est de continuer à faire du commerce, mais pas de mettre en esclavage les Indiens. Les Espagnols ont mis des Incas dans des mines d'or, et ils voyaient dans l'or, qui, eux, leur servait à faire de magnifiques statues, etc., des dieux, ils les ont mis au travail dans les mines pour fondre des lingots. Alors, Alexis, je vais demander à notre amie Marielle.
Donc, évidemment, c'est une question très vaste, cette question sur les droits de l'homme. Nous ne faisons que l'effleurer, que l'ébaucher aujourd'hui. Et nous y reviendrons. Mais, justement, dans le développement de cette idée fondamentale que tous les hommes ont droit à des droits et sont déjà dans le droit, c'est ça que vous avez souligné, François, très justement. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu plusieurs générations, n'est-ce pas, qu'on appelle des droits humains. Après les droits de l'homme, bien sûr les droits du citoyen qui étaient déjà là, puisqu'il y avait déjà des droits civils en Grèce et à Rome, mais les droits sociaux qui sont apparus plus tardivement. Et enfin, d'autres générations de droits qu'on rabat sur les droits de l'homme, les droits de la nature. Mais alors, la question que je voudrais poser à Marielle David, c'est que en fait, ce qui a été et qui est encore aujourd'hui, n'est-ce pas, au centre de nos discussions, c'est que les droits humains fassent une place, puisque l'humain est non seulement occidental et universel, mais qu'il est aussi hommes et femmes, à l'égalité entre l'homme et les femmes. Et donc, est-ce qu'à votre avis, Marielle, au fond, cette prise de conscience de la dimension féminine, n'est-ce pas, de l'humain, a remanié, ou doit remanier quelque chose d'important dans les droits de l'homme? Oui, je crois qu'on est dans Marielle, un sujet tout à fait actuel. Oui. Et ce matin même, dans la matinale du Monde, on peut lire un article de Marion Dupont, qui rappelle que, en réalité, la question de la sororité, puisque ça s'est appelé ainsi, n'est apparue que très tardivement, parce que en 1948, dans la Révolution, eh bien, la fraternité est en effet un thème qui devient très présent. Du droit social, oui, liberté, égalité, fraternité. Le droit de vote n'est accordé qu'aux hommes. Par conséquent, explique-t-elle, eh bien, finalement, il va falloir de nouvelles luttes pour que petit à petit, les femmes s'engagent à même hauteur que les hommes, on pourrait dire. Et, dit-elle, il y a là une complexité. Parce que, au fond, dans la notion d'homme, c'est une notion d'ailleurs assez lacanienne, on va dire, eh bien, il y a quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'un homme fait partie de son clan, fait partie d'un territoire, alors que les femmes étaient beaucoup plus échangées. Et par conséquent, elles étaient l'élément extérieur, l'élément ouvert. Ça, c'est de l'anthropologie, mais elles n'ont pas lu la Bible, où l'humain est Ish et Isha. Oui, bien sûr. Déjà, il est homme et femme. Bien sûr, oui. Mais ça n'a pas donné pour autant, tout de suite, des droits égaux aux hommes et aux femmes, et par conséquent, il y a là une conquête qui est en train de se faire, on va dire. Mais les droits de l'homme aussi sont pas apparus immédiatement. En ce moment aussi, va se présenter une loi, par exemple, du CSA, pour la télévision. Et Sylvie Pierre Brossolette expliquait hier que, encore aujourd'hui, tous les clips faits pour les jeunes, musicaux, sont extrêmement hostiles aux femmes, qu'il y a vraiment une très grande humiliation des femmes dans tous ces scénarios qu'on propose aux jeunes. Et qu'il y a là, maintenant, quelque chose qui va être repris dans la loi avec une nécessité à la télévision des quotas pour les femmes. Bon. Alexis, alors, autre question, ça sera une des dernières questions. Que nous dites-vous, Alexis Lacroix, journaliste, directeur de radio, de l'opposition de certains à ce qu'ils appellent les droits de l'hommisme? Pourquoi il y a eu alors que les droits de l'homme ont mis tellement de temps à s'inscrire dans les déclarations, d'abord du XVIIIe siècle, ensuite dans notre droit, n'est-ce pas, puisque ça ne date que de 1944, qu'on a mis au préambule de notre Constitution la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi, au fond, cette opposition de certains, et qu'en pensez-vous? Alors, dans le monde de la pensée occidentale, c'est un désastre dont on pensait que l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale avait guéri la plupart des intellectuels. Manifestement non. Il y a le retour aujourd'hui dans des secteurs entiers des extrêmes gauches intellectuelles, en Amérique mais aussi en Europe, d'une fascination pour les théories anti-droits de l'homme d'un penseur comme Carl Schmitt, qui fut le juriste du Troisième Reich. Qui dit humanité dit mensonge, disait Carl Voilà, Schmitt. C'est-à-dire l'idée d'une humanité une, à penser comme telle, à envisager comme telle politiquement, serait un leurre à déconstruire. Et cette pensée-là revient en force aujourd'hui,
on ne peut pas ne pas penser à la lumière du sujet que nous venons de traiter aujourd'hui. Quelle est la queue de comète, au fond, d'une résistance en réalité très ancienne dans la modernité, d'anti-moderne foncier, que la reconnaissance sensible de l'homme par l'homme hérisse profondément et qui ensuite la rationalise sous prétexte aujourd'hui de rejeter la mondialisation néolibérale. Oui. Alors, Alexandre, revenons à nos deux auteurs dont je veux montrer d'abord Francisco de Vitoria a écrit ce livre de la loi, tout un programme, et finalement revenons à cette Espagne du siècle d'or et à l'influence, n'est-ce pas, des marades. Un dernier mot, si vous voulez bien, Alexandre. Les marades n'avaient pas la philosophie, donc ils ont fait l'art, et de deux manières extraordinaires. D'une part, Cervantes, qui a perdu un bras à l'épante, donc il avait donné son sang pour la contre-réforme et contre les musulmans, mais tout ce qu'il a écrit se termine quand même dans le Don Quichotte, qui est un éloge vraiment de la résistance obstinée, plutôt le double résistance, celle de Don Quichotte, insensé en apparence, mais qui dit la vérité de l'Espagne, et puis Sancho Panza, qui donne le sentiment débonnaire de se plier finalement, et puis à la fin, il y a le livre brûlé. Qu'est-ce qui est la mort de Don Quichotte? C'est qu'on a brûlé le livre. Oui. Et c'est cette combustion du livre, cette atteinte contre les livres de chevalerie, dit bien sûr Cervantes. C'est la fin du judaïsme espagnol et c'est la fin de la grandeur de l'Espagne. Et puis, bien sûr, Velázquez, c'est-à-dire cette peinture extraordinaire dont Foucault a fait le diagnostic et qui est effectivement la victoire, là aussi, de l'imaginaire où c'est l'œil qui regarde le monde et non le monde qui regarde l'œil. Ça, c'est une révolution intellectuelle sans précédent et de toute la peinture moderne découle effectivement de Velázquez. La rentrée, n'est-ce pas, au fond d'une partie de la pensée juive dans la philosophie moderne. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. Judaïque FM.